Bonjour, bienvenue d'avoir bravé la ligne 12 qui ce matin cahotait un tout petit peu. Ravi donc d'accueillir toutes les personnes qui sont à l'heure. Ravi dans quelques minutes d'accueillir les personnes qui ne tarderont pas à nous revenir pour cette conférence sur exploiter efficacement les feedbacks clients. Alors quelques questions nous ont été posées avant qu'on débute cette conférence sur ce qu'était la marque. Donc je vais vous présenter brièvement ce qu'est l'association sans vous faire une retape puisque c'est ni le temps ni le moment. Mais toutefois, juste pour que vous sachiez finalement du pourquoi on nous a sollicité sur ce sujet. La marque, en quelques mots, c'est cette image, cette affiche d'un film que vous vous rappelez, ou du moins peut-être que les plus anciens d'entre nous se rappellent, c'est la fameuse auberge espagnole. C'est comme ça que j'aime à présenter l'association. C'est un lieu qui a été créé il y a bientôt 14 ans, à l'initiative notamment de Stéphane Bourrier, donc, de l'UCPA, et qui à l'époque s'est retrouvé avec la patate chaude de devoir mettre en place un service relation réclamation client au sein de son entreprise. Alors certes, il n'avait pas été puni, mais il avait pour autant hérité du sujet de la réclamation, et il avait une intuition, c'est que derrière ces insatisfactions des consommateurs pouvaient se cacher des améliorations, et il a initié un benchmark pour pouvoir voir ce qui existait sur justement la gestion de ces feedbacks clients au sein des organisations. Et donc, pourquoi une auberge espagnole? Puisque c'est effectivement une association à but non lucratif de type 1901, où chaque membre, chaque entreprise vient finalement déposer dans le frigidaire ce qu'elle pourra consommer avec les autres le lendemain. Et donc aujourd'hui, cette aventure réunit à peu près 300 entreprises, principalement françaises, d'entreprises de services et d'entreprises privées, avec des profils qui sont assez variés, d'où encore cette notion d'auberge espagnole, puisque on a, alors c'est dans l'histoire, on a des profils qui sont très qualités, puisque vous le savez, la relation client et particulièrement la réclamation, les dysfonctionnements étaient souvent dans le spectre de la qualité. Donc on a des qualiticiens, puis après émergence de la relation client, donc on est pas mal de personnes de la relation client, puis satisfaction client, parcours client, expérience client. Bref, tous ces acteurs qui font au quotidien de faire en sorte que les consommateurs aient une vie qui soit meilleure à notre contact. Ça, c'est la présentation de l'association. Et aujourd'hui, en représentant de l'association, vous aurez effectivement quatre speakers, dont ma petite personne. Mais Charité bien ordonnée commencera par les autres. Vous aurez effectivement René Clément de Coca-Cola. Vous aurez Isabelle Roldiam du groupe Humanis et Stéphane Bourrier, que j'évoquais tout à l'heure, du groupe UCPA. La marque, nos convictions, c'est que derrière la réclamation, derrière l'irritant remonté par le consommateur, c'est ni plus ni moins qu'une opportunité pour l'entreprise de finalement resatisfaire ce consommateur. Donc c'est notre fameux slogan, le transformer le pépin en pépite. On est ravis parce qu'il est utilisé de partout, mais comme ça vous savez d'où il vient. Et finalement on l'a traduit de cette manière. Votre problème, ce n'est pas celui qui réclame, c'est celui qui ne réclame pas, c'est le passif flingueur. Et ça, c'était une des phrases de Stéphane. Tu vois, Stéphane, je t'ai mis entre guillemets et je t'ai cité. Pourquoi c'est une opportunité pour l'entreprise? Brièvement, ces feedbacks, et c'est là où on commence déjà un peu à rentrer dans cette conférence, c'est que pour nous, la réclamation et le feedback en général est un levier de performance. Un levier de performance, pourquoi? Parce qu'un client qui s'adresse à votre marque pour demander une modification, un ajustement, c'est une capacité d'améliorer et donc certaines fois d'aller jusqu'à l'innovation, à l'innovation produit ou à l'innovation de service, ou d'élargir son offre de service. C'est un peu ce que nous verrons tout à l'heure avec nos amis de Coca-Cola et à travers le témoignage de René. C'est aussi un deuxième levier après l'innovation, c'est aussi finalement ni plus ni moins que d'essayer de veiller à la pérennisation de nos entreprises. Qui dans cette salle aujourd'hui peut assurer que son entreprise sera encore debout dans 10 ans? Je ne suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de mains qui se lèveraient si on se posait la question. Et pourtant, la réclamation est un moyen de refidéliser, de resatisfaire et donc de soigner la profitabilité et la performance économique de nos entreprises et donc finalement de satisfaire aussi nos actionnaires. Et puis un troisième enjeu, après l'innovation, après la performance économique, donc la performance financière, c'est également la transformation, puisque évidemment la voix du client n'a pas vocation à rester la simple propriété de c'est mon client, c'est mon feedback de service client, c'est la propriété, en tout cas il doit être mis au service de l'ensemble de l'entreprise, et donc c'est la voix du client au service de la transformation. Donc voilà, ça ce sont les trois objectifs, les trois enjeux, en tout cas les trois convictions de la marque sur la réclame au service de l'ensemble de l'entreprise. Puis ensuite, il y a un autre slide sur finalement l'entreprise, la manière dont elle doit gérer ce feedback. Et alors là, j'ai mis l'image, je sais pas, pour ceux qui se rappellent, c'est sur Ocean 11, 12 and 13. Et ça se passe au Bellagio. Cette année, il y a eu le CES. Du coup, on s'est dit que ça sera un moyen de faire un petit clin d'œil. Et finalement, la satisfaction, l'expérience client positive, c'est ni plus ni moins que de la satisfaction en bande organisée. C'est ce qu'on évoquait il y a quelques secondes. Avoir un client satisfait, ça nécessite
au moins d'essayer et de réussir à mettre en branle toute l'entreprise, tous les départements de l'entreprise, pour apporter une attention, apporter un service qui soit orienté satisfaction, orientation client. Et puis, c'est plus facile effectivement quand je regarde en bas. Et puis un troisième slide, quatrième, pardon, toujours inspiré de l'univers cinématographique, c'est ce fameux film sur Intouchable. Alors pourquoi cette slide? C'est parce qu'aujourd'hui on est effectivement sur un salon qui est consacré bel et bien à la notion de l'intelligence artificielle. Donc on pourrait imaginer peut-être rapidement tout ce qui va toucher au domaine de la mécanisation, finalement une robotisation, des algorithmes, et finalement faire en sorte que l'homme soit retiré finalement de l'équation. Et nous, notre conviction au sein de l'association, c'est que voilà, l'homme doit être mis en avant pour pouvoir justement satisfaire, resatisfaire, et que finalement, la relation qu'on a avec nos clients, elle ait du sens pour nos équipes, et qu'en même temps, la consommation, les relations qu'ont nos clients avec nous, elles aient aussi du sens. Et donc là-dedans, c'était une petite citation, ça c'est la mienne, et qui était dans un des seuls, d'ailleurs tu es là, mon ami Derdil, et tu m'avais sollicité il y a 1 an pour écrire un billet sur la relation client et la relation patient, et je l'avais conclu comme ça, c'était de faire en sorte que chaque client doit être accueilli, non comme le suivant, mais comme son prochain. Donc voilà, cette dimension humaine qui est finalement d'aller chercher, essayer de répondre à l'homme et non pas au client, non pas uniquement à un numéro. Voilà, c'est très ambitieux, mais en même temps, je pense que si on n'a pas d'ambition, on vient pas ce matin, on reste couché, on va même pas prendre la 12. Voilà. Donc ça, c'était pour l'ouverture. Alors on avait pris le thème du cinéma parce qu'on avait communiqué en interne auprès de nos membres sur James Bond avec son oreillette, et puis c'était finalement sans feedback client, James Bond il peut se retrouver un petit peu seul sur ses théâtres d'opération, et donc d'où cette ouverture avec des slides de l'univers du cinéma. Là, ce qu'on va faire, d'ailleurs ça va peut-être faire même plaisir à notre ami du GC, mais et du coup maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller de l'autre côté de la caméra, et puis avec beaucoup de simplicité, d'humilité et de limite aussi, parce que là, je crois que dans les 3 entreprises, personne n'osera dire qu'elle a la solution sur la gestion de ces feedbacks. Voilà, 3 témoignages pour vous apporter des pistes, des retours d'expérience qui ont une fois de plus leurs limites, mais qui sont très complémentaires, avec une première humaniste qui sera sur finalement une notion de co-construction, comment justement en interne on essaie d'arriver à mettre tout le monde en place sur cette organisation, l'exploitation du feedback. Et puis ensuite, on poursuivra avec UCPA et Coca. Voilà. J'avais dit que je prendrais une petite dizaine, un peu moins de 10 minutes. Je crois que j'ai à peu près tenu le timing, donc j'en suis très heureux. Isabelle. Bonjour à tous. Donc, je suis Isabelle Rodiamé, je suis directeur de la relation client du groupe Humanis. Humanis, c'est un groupe de protection sociale qui a en charge la protection sociale de 700 000 entreprises et qui protège près de 10 millions de salariés et d'individuels. Notre baseline, c'est protéger, c'est s'engager. Et Humanis, en protection sociale, c'est finalement un nom assez lourd puisque c'est l'humain. Et notre sujet, c'est comment tous les jours incarner au quotidien cette dimension de protection et cette dimension d'engagement. Donc, on a mis en place une structure qui est toute nouvelle. C'est une histoire assez courte finalement, puisque c'est la mise en place d'une dynamique de co-construction en travaillant de concert entre l'expérience client et puis cette direction de la relation client qui s'est créée au mois de mai 2017. Qui a en fait la volonté, pourquoi on a mis ça en place? Pour opérationnaliser en fait la relation client, pour pouvoir la traduire en fait et l'ancrer dans le quotidien de l'ensemble de nos collaborateurs, puisque nous sommes des organismes vieux, nous existons certains depuis 1950, et donc nous avons avec nous des pratiques très fortes d'engagement au service du client, mais d'engagement au sens de la qualité de gestion. Et comme tout le monde, nos clients, ils ont changé. Nos clients, aujourd'hui, ils ont les mêmes besoins, les mêmes attentes de notre part que de leur contrat Orange, de leur contrat Canal+, sauf que nous, c'est un peu différent parce qu'il y a quand même un certain nombre de sujets administratifs qu'il faut traiter. Et on a beaucoup de difficultés aujourd'hui, il faut le dire, à gommer ces tunnels administratifs qui font que le dossier arrive et puis il se passe un temps certain, voire un certain temps, avant que les clients aient des nouvelles de notre part. Et notre sujet, c'est ça finalement, c'est d'arriver à comprendre précisément qu'est-ce qu'attendent nos clients en matière de proaction vis-à-vis d'eux et comment nous, on peut faire pour que chaque collaborateur du groupe puisse incarner cette promesse de protéger, c'est s'engager, et le petit plus dans sa qualité de gestion, c'est-à-dire d'avoir la capacité lui-même d'interagir avec le client.
Donc on a mis ça en place et on a réfléchi en fait à la meilleure dynamique pour faire que ces enquêtes de satisfaction ne restent pas finalement simplement des indicateurs qu'on sort régulièrement et on se dit oh là là c'est super ou oh là là ça va pas du tout et puis il se passe rien derrière. En tout cas pas grand chose. Donc l'objectif c'était de voir comment on arrivait à embarquer en fait cette dynamique. La direction relations clients, elle, intervient derrière, se saisit du résultat de ces enquêtes, les analyse de manière précise, fait une première ébauche en fait de plans d'action et ensuite va travailler ces plans d'action avec l'ensemble des parties prenantes du process et notamment l'ensemble des équipes de la gestion, mais pas nécessairement que de la gestion. On travaille aussi maintenant aussi avec les équipes de développement qui elles aussi à certains moments ont des contacts avec les entreprises. Donc l'objectif c'est que donc l'expérience client fasse son enquête, que la relation client analyse les résultats et puis qu'en lien avec la gestion, le front et le back, on mette en place des plans d'action, on les déploie et puis surtout on suit l'efficacité de ces plans d'action de manière à pouvoir dire ça marche, il faut continuer, ça marche pas, on oublie. Donc nos objectifs c'est de mieux cerner le client, donc de mieux traiter ses irritants et donc derrière de déployer et d'industrialiser. Donc pour faire tout ça, on met donc en place des plans d'action. Ce sont des travaux qui sont finalement assez longs parce que ça nécessite de mettre tout le monde autour de la table. Donc, indépendamment des problématiques d'agenda, il y a la difficulté de faire mettre ensemble des gens qui poursuivent finalement des objectifs différents, qui ont des contraintes métiers qui ne sont pas les mêmes, et d'arriver finalement à obtenir un consensus sur le plan d'action qu'on va mettre. Qu'est-ce qu'on va engager en premier? Comment on va le faire? Quels sont les objectifs? Quels sont les résultats qu'on attend de ces plans d'action? Et puis rentrer dans une dynamique comme ça vertueuse d'ajustement régulier. Donc on analyse ces résultats, on identifie les problématiques et donc on travaille sur les causes et sur les actions. Et puis évidemment, on peut arriver du coup à avoir des plans d'action avec 200 actions. Et donc ça, c'est quand même assez compliqué à embarquer. Donc derrière, il y a forcément la nécessité de prioriser les actions. Quelles sont celles qui auront finalement le ROI le plus court en matière de satisfaction? Quelles sont celles dont on sait que rapidement elles vont produire leurs effets? Et donc c'est ce qu'on appelle traditionnellement no quick win. Et puis derrière, des plans de projet, des plans d'action qui sont à plus long terme. Je vous présenterai quelques exemples tout à l'heure. Et puis, quels sont les ROI pour Humanis, bien entendu, mais quels sont aussi les ROI pour nos clients? Donc voilà, c'est cette dynamique de co-construction qu'on exerce maintenant depuis 6 mois, qui est plutôt assez positive, mais qui est vraiment, on est vraiment dans une démarche de construction et d'apprentissage. Donc ce que je vous propose là aujourd'hui, c'est juste une expérimentation dont on intuite que normalement c'est comme ça qu'il faudrait faire, mais qui nécessite encore quand même d'être éprouvé sur un certain nombre de mois. Un des enjeux majeurs aujourd'hui, parce qu'on en a lancé plusieurs, c'est qu'on se retrouve avec une somme d'actions absolument phénoménale, qui sont embarquées aussi ailleurs dans l'entreprise, donc d'arriver à réconcilier toutes ces actions-là, d'arriver à identifier où elles sont portées aussi, et d'essayer d'avoir une vision consolidée pour que les actions qui fonctionnent puissent derrière être déployées sur l'ensemble de nos portefeuilles. Donc là, on en est, je dirais, à la moitié de l'affaire. On a compris que ça marchait et on cherche la meilleure manière de le déployer et d'harmoniser cette pratique. Donc, je vous présente maintenant, juste comme ça, à titre d'expérimentation, en tout cas à titre de démonstration, comment on fonctionne. Donc voilà, on a un planning. Ce qu'on a recherché, c'est d'avoir des boucles plutôt courtes, c'est-à-dire de ne pas rentrer dans un dispositif d'enquête satisfaction dont on ne voit finalement les résultats qu'un an après, quoi. Parce que là, ça perd un peu de son sens. Donc on a essayé de mettre en place une dynamique qui fonctionne plutôt dans des boucles courtes. On a réussi jusqu'à présent à tenir un délai de 2 mois entre le moment où on réfléchit à l'enquête et le moment où on a la parution des résultats. Et ensuite, on a réussi, en tout cas sur les 2-3 expériences qu'on a menées, à rester dans une boucle d'1 mois entre le moment où on produit les résultats et le moment où en fait on a déjà les premiers plans d'action qui sont bâtis. Donc là, je vous ai mis l'exemple en fait d'une entreprise avec laquelle on a travaillé, où on a aussi co-construit avec l'entreprise, puisque cette enquête qui a été positionnée là a été faite à la demande de l'entreprise qui manifestait un certain nombre d'insatisfactions à notre égard. On les a associés dans la construction de l'enquête, on les a associés
associés dans la constitution du rapport d'étude qui a été présenté à leurs partenaires sociaux, puisque nous sommes un groupe de protection sociale, nous sommes gestion paritaire et mutualiste, donc nous travaillons avec nos clients dans une gestion paritaire. Nous avons mis en place les premiers ateliers de plan d'action et nous sommes retournés la semaine dernière, je crois, ou il y a 15 jours, devant le client pour lui présenter le plan d'action et finalement obtenir la validation de ce plan d'action et leur aide aussi dans le déploiement de cette enquête. Et ce qu'on peut dire, c'est que ça marche puisqu'une de ces entreprises avait émis le souhait de nous quitter et finalement a décidé de rester. Donc voilà, on peut dire que cette fois-ci, ça a marché. L'objectif, c'est que ça marche à tous les coups maintenant. Les productions concrètes de ces études, en fait, finalement, le résultat n'était pas très surprenant. On sait très bien qu'aujourd'hui, le client a besoin de mieux connaître ses garanties pour mieux les utiliser. Et puis, on sait aussi que le client a besoin que nous arrivions à gommer ce fameux tunnel administratif. Donc, on a mis, à l'issue de cette enquête, on a identifié quelques quick wins, notamment sur les espaces clients. On a musclé notre promotion de ces espaces clients. On est en train de mettre en place un chatbot qui permettra en fait à nos clients de mieux naviguer, déjà de mieux rentrer dans l'espace client, de mieux créer leur compte et derrière de mieux comprendre ce qu'on leur propose et de mieux utiliser tous les e-services qu'on met à leur disposition. Et puis on a mis en place en termes de connaissances clients aussi un plan de contact qui vise en fait par un certain nombre d'emailing dans l'année d'assurer la promotion ou de la pédagogie, ça dépend des moments de l'année, sur le contenu de nos contrats et comment ça marche. Parce que un tableau de garantie, 100% du plafond de la Sécu dans la limite de 3% du ticket modérateur, je mets au défi quelqu'un dans cette salle de dire ça y est, je sais que ça va me dire qu'il me rembourse 10 euros. Ça ne marche pas. On sait que ça ne marche pas, donc on essaye de trouver des moyens justement de rendre tout ça plus simple et plus facile de compréhension. Et puis on a des projets qui sont de plus long terme, notamment avec le déploiement de nouveaux outils en ligne comme des diagnostics de consommation, des simulateurs de reste à charge. On travaille aussi sur des sujets plus techniques en fait, de proaction client, la capacité à envoyer, à alerter un mail ou un SMS sur la réalisation d'un acte de gestion ou sur un point d'attention. Attention, si vous ne nous envoyez pas ce justificatif, nous ne pourrons plus vous garantir. Et puis aussi d'être en capacité d'alerter notre client si finalement le délai de résolution de sa question est plus long que prévu. Et puis enfin, on a des travaux de plus long cours qui sont sur les process. Donc d'analyser les taux de transfert du front vers le back et d'essayer de voir comment on peut éventuellement supprimer le passage par le front pour passer directement en middle ou en back. Et puis enfin, on est en train de réfléchir à l'intégration de l'analyse sémantique, là aussi, pour mieux comprendre finalement automatiquement ce que veut notre client et arriver à prioriser finalement les demandes au regard de ses motifs. Donc voilà l'expérimentation d'Humanis aujourd'hui. En termes de plus long terme et de prospective, on est aussi en train d'essayer de travailler de la même manière avec les motifs de réclamation, arriver aussi de la même manière sur l'analyse de ces motifs, à mettre en place des plans d'action co-construits avec l'ensemble des équipes de gestion, toujours dans cette logique en fait de faire travailler les gens ensemble au bénéfice de nos clients, mais aussi au bénéfice de notre entreprise. Merci beaucoup Isabelle. On me rappelle dans la salle qu'on peut aussi poser des questions. Vous avez 2 écrans roses de part et d'autre de la scène. A priori, le 06 fonctionne très bien, donc n'hésitez pas, mais il y a aussi via un hashtag, me semble-t-il, stratégique, et puis bref, tous les moyens, puis les vocations nous seront acheminées. On en a déjà quelques-unes qui sont arrivées. Donc merci Isabelle. Donc la démonstration est que quand on veut, on peut même également dans un temps court, puisque pour une entreprise, même si elle a 50 ans, comme vous nous le disiez Isabelle, on peut réussir à effectuer des choses dans un temps court, puisqu'en 4-5 mois, vous avez déjà des actions très concrètes qui sont sorties de terre. Merci pour ce premier éclairage. Et puis Stéphane, sur un sujet peut-être pas très très loin, mais dans une approche différente. Bonjour. Nous, on a 53 ans, mais on ne les fait pas. Je suis toujours sportif. Donc, je vais vous présenter l'UCPA, l'Union nationale des centres sportifs de plein air. Je vous ai mis quelques chiffres. En fait, on propose des vacances à partir de 4 ans jusqu'à plus d'âge. Dans les vacances sportives nomades, sédentaires, en croisière.
Mais on propose aussi des activités sportives dans les loisirs de proximité, dans des équipements que nous animons ou gérons pour le compte de collectivités territoriales. Donc c'est 57 équipements que nous animons en France notamment. Donc on accueille à peu près 3,2 millions de clients. Alors ce n'est pas des clients uniques, hein. Certaines viennent faire plusieurs séances de natation, de fitness, aussi à l'UCPA. Nous sommes 8000 collaborateurs, dont 3000 permanents et 5000 à peu près saisonniers, donc des personnes qui vont tourner tous les ans, toutes les saisons au sein de l'UCPA. Donc c'est 80 activités sportives. Je ne vais pas toutes vous les présenter parce que forcément je vais en oublier. Mais je vais passer à ma bonne pratique, ou deux bonnes pratiques. J'aurais pu vous parler d'outils, parce qu'on parle beaucoup d'outils, d'intelligence artificielle, de robots, de chatbots, etc. Bon, je vais vous présenter un outil qui s'appelle l'humain. Voilà. En fait, hop, je passe. Voilà. L'idée, c'était de rapprocher les membres du comité de direction de mon client. Voilà. Je trouvais que c'était un truc fantastique à faire, parce que souvent, en revue de direction qualité ou en comité de direction, le comité de direction a le tableau de bord avec les feedbacks clients, la satisfaction, le NPS, notamment les ratios de réclamation, etc. Mais voilà, il y a un filtre. Et donc l'idée, d'un côté, on avait les clients, de l'autre côté, on a le comité de direction. Et souvent, donc, il y a un tas d'outils qui sont très bien. Je ne suis pas là pour les critiquer, on en a plein à l'UCPA, on les utilise, c'est très important. Mais je trouvais intéressant, voilà, souvent le client il remonte les outils, il remonte sa satisfaction, son feedback via ces outils au comité de direction. Le comité de direction revient pas toujours vers le client. C'était un peu ma voix sans issue. J'ai fait des jeux de mots sur les mots de voix sans faire de faute d'orthographe. J'espère, hein, tu me diras. Voilà. Donc voilà, l'idée c'était de se dire, ok, j'invite mes clients les plus fidèles au sein de la revue de direction qualité. C'est une fois par an. Et d'organiser un circuit court. Voilà, donc mes 4 clients les plus fidèles devant le comité de direction. J'avais fait la surprise au comité de direction. J'avais pas dit que j'invitais les clients les plus fidèles. Donc c'était la surprise, ils sont installés devant eux et là je leur ai dit voilà, vous avez devant vous les décideurs de l'UCPA, donc n'hésitez pas à faire un retour en direct. Et au moment du comité de direction, je leur ai dit voilà, vous avez les clients les plus fidèles, n'hésitez pas à leur poser quelques questions. Voilà, donc on avait organisé ça et c'était hyper riche parce que du coup souvent c'est moi qui remonte les choses. Et on me dit, mais oui Stéphane, tu as un filtre, tu biaises un peu les choses, tu mets tu mets les éléments à ta sauce, etc. Là, du coup, il n'y a pas de filtre, il n'y a pas d'arrangement, il n'y a pas d'outil. C'était un contact direct, c'est création de liens. On est beaucoup dans le lien à l'UCPA. Donc on a créé un lien direct avec ses clients. Était ressorti notamment un besoin de reconnaissance. Les clients avaient exprimé le besoin d'avoir une carte de fidélité. Voilà, donc c'était un élément prépondérant, mais ils n'avaient pas hésité à dire bah là je suis à tel endroit, c'était sale, etc. Bon, voilà. Même si c'est rarement sale, mais bon, ça peut arriver. Voilà. Donc cette bonne pratique, c'était bon pour éviter certains courts-circuits. Voilà, il faut parfois privilégier le circuit court, le circuit direct. Voilà, c'est super jeu de mots. Mais cette bonne pratique, on l'utilise aussi avec nos clients mystères. Donc plutôt que de passer par un cabinet de consultants qui nous recrute des clients, etc., on passe par nos propres clients. On sélectionne un client qui va partir, notamment sur une itinérance au Népal, 3 semaines. Ça coûte moins cher d'envoyer un client, entre guillemets, que d'envoyer un qualiticien, donc payer 3 semaines. Donc on contacte ce client, on lui dit est-ce que ça vous intéresse d'être client mystère? Donc client mystère, c'est-à-dire vous êtes mystère des autres clients, vous êtes mystère de nos équipes en interne ou de nos accompagnateurs. Et donc s'il dit oui, on signe un contrat d'engagement moral. À son retour, il a rempli une grille, donc dans l'attente, etc., dans le bivouac, il remplit caché des autres, ces petites grilles. Voilà. Et donc il nous remet ces éléments-là. Et ensuite, on peut les analyser. Et en retour, le client, il a un geste sur un prochain voyage. On se rend compte finalement que le client il le ferait gratuitement. Parce que pour lui, rien que le fait de l'avoir sélectionné, c'est une reconnaissance. Voilà. Il s'est senti impliqué dans l'amélioration de nos produits, de nos services, puisque on lui donne 17 pages d'observation jour par jour sur l'ensemble des critères, le transport, l'accueil à l'arrivée, la restauration, et tout ça jour par jour. Voilà, donc autant dire que c'est quand même fastidieux, ça peut être fastidieux, mais ils le font vraiment avec plaisir. Et ça, c'était
un outil qu'on utilise notamment quand on a des signaux faibles, donc des destinations qui nous semblent ne pas aller ou qu'on pourrait améliorer les prestations, dont on pourrait améliorer les prestations. Et puis n'oublions pas les tables rondes, c'est toujours l'interaction directe avec nos clients. Je trouve ça c'est assez fantastique quand même, parce qu'on peut creuser un peu leurs attentes implicites et puis leur faire tester des nouveaux concepts, etc. Voilà. Ça, c'était ma bonne pratique. De rapprocher vraiment les décideurs des clients. Je sais que certaines boîtes comme Air France, ils demandent parfois leurs membres de comité de direction de rappeler les clients mécontents. Ça peut se faire. Voilà, il y a plein d'exemples. Je pense que vous avez plein d'exemples aussi et je trouve que c'est quand même hyper intéressant. Ma deuxième bonne pratique, là c'est toujours dans l'impact des feedbacks sur les équipes terrain. Voilà, donc aussi sans jeu de mots, hein, feedback, feel good. Voilà. D'un côté, vous avez les clients qui vont remonter leurs impacts négatifs. Et là, les équipes terrain, avec le S qui n'a pas été corrigé, mais c'est pas grave. Donc les équipes terrain ou le comité de direction qui reçoivent ces feedbacks négatifs. Et souvent, on a quand même des impacts assez forts. Pour piloter notamment le service réclamation, on a un rôle assez fondamental de, j'allais dire, de médiateur ou voire de psychologue. Parce que il faut quand même dire aux équipes terrain, oui, d'accord, tu as une réclamation, tu as un client mécontent, mais regarde à côté tous les clients qui sont satisfaits. Et ça, on a ce rôle-là de bien... Hop, c'est moi, c'est magique. Voilà. Donc, on a ce rôle-là, soit le service réclamation, soit les chargés d'études, de bien accompagner le feedback négatif et de l'enrober dans aussi un discours positif pour ne pas démotiver, décourager les équipes. Ça me semble hyper important, notamment quand on fait un tableau de bord en comité de direction, et ça c'est un peu un retour d'expérience qu'on a au sein de la marque. Il ne faut pas présenter que les réclamations. Si vous présentez tous les mois au comité de direction les réclamations, au bout d'un moment, on ne va plus vous inviter. Voilà, on va dire les réclamations, on en a marre, Stéphane Bourrier, c'est que le négatif, c'est bon. Donc il faut enrober, entre guillemets, le discours. Effectivement, on a des réclamations, ça va nous permettre de nous améliorer, mais aussi tous les éléments positifs qu'il y a au sein de l'entreprise. À l'UCPA, on a 97% de clients qui sont globalement satisfaits et 3% de mécontents. Voilà. Donc j'arrête pas de le rappeler au niveau des équipes pour les garder motivés et puis qu'ils ne soient pas découragés pour un client mécontent. Voilà. Donc ne pas oublier l'impact psychologique de ces retours négatifs quand on traite des feedbacks. C'était mes deux bonnes pratiques, j'espère avoir respecté le timing. Merci. À la seconde, mon cher Stéphane, à la seconde. Merci beaucoup pour ce témoignage qui venait compléter également celui d'Isabelle. On va aller sur un autre terrain de jeu. J'ai envie de dire encore plus pétillant peut-être moins sportif, ou quoique, mais très pétillant, qui est celui de notre consoeur de Coca, donc René, avec une bonne pratique, une excellente pratique, je trouve même une belle expérience que tu vas pouvoir partager dans quelques secondes, une fois que je t'aurai donné la zapette. Qu'est-ce que tu es gentil. Mais j'en doute pas. Donc, je suis donc René Clément. Vous devez vous demander c'est quoi le centre d'interaction des consommateurs, parce que généralement j'ai ces questions-là qui reviennent. Donc, alors je vais tout de suite crever l'abcès. Donc, le centre d'interaction des consommateurs, c'est un service qui regroupe plusieurs expertises. La relation consommateur, la relation client, également l'animation et le community management de nos marques sur les réseaux sociaux, la gestion éditoriale du site internet Coca-Cola France et tout ce qui est veille, listening, monitoring, digital. Donc tout ça fait en fait le centre d'interaction. Ça fait 15 ans donc que je travaille chez Coca-Cola. J'aime Coca-Cola zéro sucre, j'ai une machine à laver. Bon bref, je vais m'arrêter là. On va passer à l'essentiel quand même. Donc comme vous ne le savez pas, Coca-Cola en France, c'est un système. Donc, nous sommes le leader des boissons rafraîchissantes sans alcool en France. Nous avons plus de 10 marques commercialisées en France. Nous avons 5 sites de production, plus un autre site en Corse. Nous sommes distribués dans plus de 400 000 points de vente. 90% de ces boissons consommées donc, sont produites en France. Donc, ce qui nous emmène justement au point suivant. Distribués dans plus de 400 000 points de vente. Ça génère forcément des sollicitations de nos consommateurs parce que nous avons une visibilité de l'ensemble de ces marques qui est effectivement très très forte, sans compter toutes nos activations marketing qui nous mettent au devant de la scène. Donc c'est 20 000 contacts par an, donc c'est assez moyen dans notre secteur.
c'est quand même 50% de sollicitations. Donc généralement, ces sollicitations sont des demandes de soutien financier pour des projets sportifs avec un objectif sociétal derrière. C'est quand même 8 minutes de traitement en moyenne par agent. C'est 60% du travail, de temps de travail de nos coordinateurs. Et malheureusement, c'était 99% de réponses négatives et 100% de consommateurs déçus. Donc nous étions dans une situation plutôt frustrante et pour nos consommateurs, mais également pour nos équipes, puisque nous ne pouvions pas apporter en tout cas d'alternatives intéressantes à ce moment-là. Donc marque forte, sollicitée, sentiment d'incompréhension des consommateurs, et puis après 10 000 mails, 150 conf calls, une vidéoconférence, des sollicitations de mes homologues à l'étranger, on a fini par identifier une alternative assez intéressante, donc Sponsorize Me. Une alternative dans l'ère de notre temps, une alternative qui me semblait tout à fait appropriée par rapport en fait à nos consommateurs, à leur profil, et c'est surtout parce qu'aujourd'hui nous sommes dans un système très digital dont on parlait tout à l'heure. Nous avons donc trouvé Sponsorize Me. Nous avons mis en place avec eux un certain nombre de process pour finalement orienter ces demandes de partenariat donc, vers une plateforme de crowdfunding, donc de financement participatif. Donc, ces consommateurs n'étaient pas forcément conscients déjà de ces différentes plateformes de crowdfunding qui existent aujourd'hui. Donc, nous avons déporté donc, certaines de ces demandes de partenariat, mais nous avons quand même contribué financièrement à une partie de ces projets en fonction de critères que nous avons mis en place avec Sponsorize Me, de manière à contribuer quand même financièrement à certains de ces projets, mais d'aider aussi les porteurs de projets d'une manière ou d'une autre, en médiatisant par exemple dans notre écosystème digital qui est assez puissant, donc leurs projets, pour que ça puisse être visible et que ça puisse finalement plaire à d'autres internautes qui auraient envie en tout cas de contribuer à ces belles aventures. Et ensuite, nous avons donc créé une page spécifique sur cette plateforme, donc Sponsorize Me. Nous ne sommes pas la seule marque aujourd'hui sur cette plateforme. Aujourd'hui, il y a également d'autres marques. C'est en ça que c'est super intéressant pour les porteurs de projets, parce que s'ils ne sont pas retenus par Coca-Cola, ils ont la possibilité, en tout cas, de solliciter d'autres marques qui, elles, justement, cherchent des projets de ce genre. Et finalement, donc, nous nous sommes dit, à partir de cette insatisfaction et de ce feedback qui était plutôt défavorable pour nous et qui n'était pas vraiment génial en termes d'image, et surtout même nous, en tant que responsables au sein de Coca-Cola et salariés au sein de Coca-Cola, on était vraiment très très insatisfaits de cette situation-là. On s'est dit, mais ça pourrait être intéressant parce que finalement, ces feedbacks négatifs, nous avons trouvé une alternative positive et en plus, cette alternative peut nourrir le brand content. Donc, nous avons commencé à écrire de belles histoires liées en fait à ces porteurs de projets. Et ces belles histoires ont commencé à nourrir en fait le brand content. Nous les avons diffusées en fait dans notre écosystème digital. Nous avons écrit des belles histoires sur ces porteurs de projets sur notre site internet. Ensuite, nous les avons médiatisées à travers Facebook, LinkedIn, Twitter, de manière à en tout cas générer beaucoup de visibilité sur ces projets-là. En termes de résultats, ça a été super positif et c'est pour ça qu'on continue l'aventure depuis plus d'1 an aujourd'hui. Évidemment, les demandes de cette nature ont forcément baissé, moins 40% de demandes. On a financièrement contribué à 26 projets, mais les autres projets ont trouvé en tout cas des échos à travers les autres marques sur cette plateforme de crowdfunding. Ils ont collecté à peu près 53 000 €. Ils ont été soutenus par 1164 bakers, mais des personnes qui ont soutenu ces projets-là. Tous ces porteurs de projets et ainsi que les personnes qui les ont soutenus représentent à peu près un peu plus de 200 000 fans, un peu plus de 1000 followers. En plus, il y a eu plus de 700 likes et shares de ces pages de porteurs de projets. Donc voilà, à partir d'une situation qui était plutôt défavorable, nous avons trouvé une alternative un peu plus positive et en plus derrière, ça nous a permis de créer en tout cas de belles histoires pour nourrir en tout cas le contenu de marque avec un impact beaucoup plus positif qu'au départ sur l'entreprise et les marques concernées. Et voilà.
Merci René. Et ce que René ne dit pas, c'est que la plateforme donc, sur laquelle vous pouvez, ou en l'occurrence Coca, a rerouté les différents internautes qui les sollicitaient pour des demandes de sponsoring, est une plateforme qui c'est sans frais. C'est-à-dire que vous pouvez rerouter vos clients sans que ça ne vous coûte. Évidemment, si vous souhaitez sponsoriser et doter les produits, ensuite, ce sera à vous de mettre l'argent à la poche. Mais voilà, ça peut vous permettre de manière très significative de réduire les sollicitations de sponsoring qui peuvent être très nombreuses. Donc voilà, en quoi des feedbacks clients et de la frustration, l'incompréhension des clients manifestés sur Facebook et autres est un moteur d'innovation. Voilà comment Coca, d'une manière assez originale, a su transformer à sa manière le pépin en pépite, oserais dire. Il y a des premières questions qui ont été posées. N'hésitez pas à poursuivre. Il y en a une qui, alors là, mon pauvre Stéphane, elle s'adresse directement à toi. Question pour UCPA. Que faites-vous avec la mesure du taux de recommandation NPS ? Avez-vous mis en place le système associé, à savoir des boucles de rappel, par exemple, ou est-ce juste la mesure que vous suivez ? Stéphane. Alors, effectivement, on suit ce NPS et on a mis en place ce qu'on appelle l'alerte satisfaction. Donc, pour les clients détracteurs de 0 à 4, alors sachez que je vis de frustration, hein, donc c'est-à-dire que j'aimerais bien rappeler tous les détracteurs, mais au regard de la dimensionnement des équipes, on a fait le choix de rappeler les clients de 0 à 4. Donc ceux qui mettent de 0 à 4 sur le NPS et ou un commentaire très négatif et ou ils mettent leur adresse ou leurs coordonnées dans le commentaire et ou ils sont très insatisfaits, donc on va les recontacter. Donc l'alerte satisfaction a deux objectifs. Un, elle est aiguillée vers le directeur de centre directement, le directeur du village sportif qui est informé de ce commentaire négatif. Il a accès en ligne et en live aux éléments, mais la chargée d'études va vers lui en disant « Ah, attention, tu as un commentaire négatif ». Et le service réclamation, ensuite, de ce commentaire-là, va recontacter les clients, les parents, etc., pour échanger avec eux sur ce commentaire négatif. Donc oui, il y a un traitement pour les détracteurs, en tout cas de 0 à 4. Peut-être demain, si j'ai un peu plus de ressources, je pourrais faire de 0 à 6. Pour l'instant, on en est là. Et l'alerte satisfaction, c'est quasiment le deuxième canal où on a le plus de flux. Après le canal mail en réclamation, l'alerte satisfaction, c'est ce deuxième flux plus important. Concernant les enquêtes de satisfaction, il y a un certain nombre de questions qui sont posées, dont une autre, on parle beaucoup de retours clients. Moyenne des retours 16 à 18% sur cette personne. Quid de l'interprétation de ceux qui ne répondent pas ? On a l'embarras du choix. Chez nous, sur les parties vacances sportives, c'est 40 à 50% d'adultes qui vont répondre aux enquêtes de satisfaction. Et c'est 30% environ chez les parents qui vont répondre aux enquêtes de satisfaction. Ça, c'est pour les chiffres. La question, c'était comment doper finalement le taux de répondants ? Nous, on s'est refusé. Aujourd'hui, on a un taux stable depuis quand même plus de 10 ans. On s'est refusé d'incentiver les enquêtes de satisfaction. Ça doit être spontané. On ne veut pas du tout y apporter d'éléments gratifiants derrière. Je pense que déjà de réduire l'enquête, ça c'est en interne, c'est des choix cruciaux, mais c'est important d'avoir une enquête qui soit quand même plutôt assez courte pour qu'elle soit motivante. Qu'elle soit évidemment responsive, etc. Donc il y a plein de clés qui peuvent permettre de rendre plus attractives ces enquêtes. Ça peut être aussi d'autres modes de recueil du feedback, hein, qui ne sont pas forcément que l'enquête de satisfaction qu'on envoie par mail. Ça peut être par Facebook, par des bornes dans nos équipements, etc. C'est vraiment multicanal. Isabelle, te risqueras-tu une réponse ? Oui, je peux me risquer. Alors, je parle sous le contrôle d'Eric qui est là-bas à gauche. En fait, on a un petit peu retravaillé notre dispositif, comme je vous le disais. Hein, on faisait pas mal d'enquêtes et puis finalement, on n'en faisait pas toujours grand-chose. Donc, on est reparti petit pour l'instant. C'est-à-dire qu'on travaille en fait avec les équipes de l'expérience client et quand on bâtit le plan d'enquête, on se dit qu'on ne délivrera une enquête que si on est en capacité derrière de mettre en place la dynamique de plan d'action. Donc en fait, c'est assez simple aujourd'hui. Mes équipes travaillent avec les équipes d'Eric pour justement dire ça, on saura faire, le reste, on ne peut pas le faire. Justement pour être en capacité de vraiment tout bien prendre en compte et d'engager les actions. Donc pour l'instant, on est assez modeste. On a donc cette entité exploitation des données, c'est aujourd'hui 2 personnes, donc c'est pas beaucoup. Au sein d'un pôle qualité, donc attaché à la direction relations clients, ce pôle qualité traitant aussi des réclamations et du
système de management par la qualité. Donc l'objectif, c'est effectivement d'avoir finalement une structure un peu courte, mais qu'elle puisse fertiliser, à la fois travailler en croisée avec les réclamations pour croiser les insatisfactions identifiées par ces enquêtes avec les motifs de réclamation, et ensuite aller intégrer tout ça dans les systèmes de management par la qualité, puisque nous sommes porteurs en fait de ce dispositif de management par la qualité de la relation client, et notre objectif, c'est de s'assurer en fait que l'ensemble des autres process de la maison, notamment les process de front, intègrent bien en fait les évolutions qu'on a pu mettre en place par ailleurs. De notre côté, en fait, on a un taux de réponse d'un peu plus de 22%. Alors, nous avons essayé de rendre un peu plus sexy, en fait, nos enquêtes de satisfaction. On a essayé de les marketer, de mettre de belles images. On a travaillé en collaboration, en fait, avec le département qu'on appelle chez nous Knowledge and Insight, pour savoir si on avait vraiment les bonnes questions, parce qu'au départ, c'était une initiative plutôt du centre d'interaction, en fait. Donc, du coup, on a collaboré avec d'autres départements et on s'est rendu compte qu'en marketant un peu plus et en rendant un peu plus sexy en fait l'enquête de satisfaction, notre taux de réponse avait augmenté. Je ne sais pas si c'est le seul ingrédient, mais apparemment ça fait partie des ingrédients qui nous ont aidés en tout cas à générer un peu plus de taux de réponse. Toujours sur la quête des feedbacks, une question sur les analyses sémantiques, donc question générale. Parmi vous qui utilisent l'analyse sémantique lors de feedback client, quel est le retour d'expérience sur ces outils d'analyse? Parmi vous trois, certains d'entre vous ont intégré. Nous, en fait, extrêmement récent aujourd'hui. Nous, le seul truc qu'on fait aujourd'hui, c'est par rapport à des contenus mail. C'est un truc qu'on a développé en interne, en fait, un peu en bricolo, pour voir déjà si ça marche. Parce que c'est des dispositifs qui sont assez lourds, en fait. Hein, et il faut travailler sur des corpus, il faut vraiment être enfin, voilà, et nous, on est sur de la protection sociale avec voilà, un vocabulaire particulier, des notions très, très spécialisées. Donc là, on est plutôt d'abord sur des petits trucs, des petits bricolos maison, pour comprendre le contenu d'un mail et enfin identifier dans le contenu d'un mail les 2-3 mots qui vont nous permettre d'orienter ce mail-là dans une boîte de traitement prioritaire, quoi. La deuxième travail qu'on risque d'engager, c'est qu'on est en langage nat sur une partie de nos activités en termes d'accueil téléphonique et qu'on va essayer justement d'exploiter ce corpus de langage naturel pour voir comment on peut le déployer pour faire de la vraie analyse sémantique. Mais là, c'est très embryonnaire hein, aujourd'hui. C'est pareil chez nous. Mais par contre, on le fait pour lancer de nouveaux produits, forcément. Là, on fait appel à des cabinets qui nous aident à comprendre un peu mieux le champ sémantique. On dira en fonction des besoins. C'est ça. Donc chez nous, les commentaires sont tous lus par la chargée d'études sur la partie vacances, notamment. Pour après orienter sur l'alerte satisfaction. Donc il y a quand même une analyse déjà de chaque élément, donc ça prend un peu de temps, mais c'est hyper intéressant. Après, avec l'éditeur de logiciels qu'on utilise, nous, c'est Sphinx, pas le citer. Donc on est plutôt bêta-testeur sur de l'analyse sémantique aussi. Pour l'instant, ça donne des choses. Donc l'analyse un peu comme on disait à l'époque, dans mon époque, l'analyse des chronèmes, négatifs, positifs, les attentes, suggestions, etc. Donc on est dans ce type d'analyse-là pour après une représentation sur le parcours client. Voilà, donc ça avance, c'est pas encore hyper abouti, mais bon, il y a quand même des choses intéressantes. Mais là, je peux pas vous en faire un retour exhaustif et concluant pour le moment. Une question, alors je dirais pas polémique, mais touchy. Selon vous, les enquêtes et calculs du NPS sont-ils réellement représentatifs en B2B? Boum. Il n'y aura pas de réponse, je crois, à cette question-là. Alors chez nous, le B2B, on n'interroge que le prescripteur du groupe et on n'a pas aujourd'hui forcément accès aux coordonnées du client final. Exemple, un groupe scolaire qui part avec nous, l'établissement va refuser qu'on ait les coordonnées des parents, etc. Donc du coup, on interroge essentiellement le prescripteur du groupe. Donc c'est pas forcément représentatif, ça donne une tendance. Le prescripteur lui-même, soit il vit l'expérience client, donc au sein d'un village sportif, soit il ne la vit pas. Donc on a les deux cas de figure. Donc on prend ça comme un indicateur de tendance, mais on n'a pas les éléments finaux pour le moment.
Il y a différentes questions. Je vais prendre la dernière. Alors, je suis désolé si on n'a pas répondu à celle-là au cours des 3 précédentes interventions. C'est toutefois. Bonjour, question pour tous. Au-delà de la collecte des feedbacks négatifs, en l'occurrence, menez-vous à bien un plan d'amélioration continue afin de diminuer la frustration des clients et le volume des réclamations les plus importantes? Et si oui, quelles sont vos initiatives? Allez, Stéphane, tu as le micro. Vous pouvez répéter la question? Alors, la question va être la suivante. Au-delà de la collecte, c'est menez-vous à bien un plan d'amélioration, il me semble que vous en parliez tout à l'heure, afin de diminuer la frustration des clients et le volume. Ouais, c'est clair. Alors, on fait que ça, mener des plans. On fait que ça. On a, par rapport à, on a un effet volume très très important, hein, puisque en termes de front, aujourd'hui, chez Humanis, on a plus de 2 millions d'appels par an et quasiment 1 million de mails. Donc on est voilà, enfin on est dans de l'industriel à mort. Et sur les réclamations, on en a un certain nombre aussi. Je sais pas, j'aurais tendance à dire, je sais pas, 100 000, hein? Ouais, 150 000 par an. Donc bon, de toute façon, on peut pas gérer. Enfin, c'est pour ça qu'on est vraiment dans une recherche aujourd'hui d'industrialisation de nos process au sens exploitation des données, analyse, mise en place des plans d'action, et derrière on va essayer de plugger des solutions automatiques parce que de toute façon c'est pas humainement possible de traiter 150 000 réclamations comme si c'était la réclamation de l'année. Pour autant, le client, il doit avoir le sentiment, et plus que le sentiment, que c'est la réclamation de l'année. Donc il faut qu'on arrive à développer des dispositifs de réponse automatique, mais plugués avec nos CRM, avec tous nos éléments de connaissance client, pour que le client, lui, ait vraiment le sentiment que la réponse qu'on lui apporte est une réponse personnalisée. Alors que c'est pas vrai au fond, puisqu'en même temps, sa réclamation est globalement la même que 40 000 autres. Mais ça, c'est pas le sujet. Le sujet, c'est que lui, il ait le sentiment que ce soit vraiment occupé de lui. Et notre sujet, c'est aussi d'industrialiser tout ça pour que sur des moments importants de la vie de nos clients, hein, qui sont le départ à la retraite, qui peuvent être des problématiques de santé très lourdes, que pour le coup, là, on soit en capacité de mettre à disposition quelqu'un en vrai, quoi, un vrai humain au téléphone, voire même en face à face. Donc notre sujet, c'est d'arriver à traiter le flux de manière le plus automatique en personnalisant pour pouvoir mettre nos ressources, notre savoir-faire, dans les moments où c'est important, quoi, dans les moments clés. Alors chez nous, chaque directeur de village ou directeur d'équipement a accès en ligne et en live à ses résultats de satisfaction. Donc il a accès à ses résultats, son quanti et son quali. Donc il se doit d'engager des plans d'action localement. Je vais prendre un autre exemple concret. Quand c'est le début de l'été, la première semaine de production entre guillemets des vacances pour les enfants. On regarde dès la fin de la semaine les premiers résultats et on engage tout de suite des actions d'amélioration. Ça peut aller jusqu'à des choses un peu dures. C'est-à-dire que si un animateur qui ne fait pas l'affaire, si un directeur de centre ne fait pas l'affaire, on peut engager une action pour se séparer de cette personne-là. Ça peut être de réaménager des choses, etc. Donc on va essayer d'engager tout de suite, rapidement, parce qu'on ne peut pas louper les vacances des enfants, des adultes, donc il faut qu'on réagisse rapidement. Et malgré tout ce qu'on peut mettre en amont en place, il peut y avoir quelques loupés, malheureusement, mais c'est à nous de réagir. Le client, il peut comprendre qu'il peut y avoir des loupés, il ne va pas comprendre qu'on ne réagisse pas derrière. Donc là, on engage tout de suite des actions d'amélioration, qui soient RH, organisationnelles, logistiques, etc., pour essayer de resatisfaire ses clients. Merci Stéphane. Du coup, on arrive dans la dernière ligne droite de cette conférence. Juste quelques petites astuces que je vous propose. Moi, on sème, après vous planterez et éventuellement vous récolterez. C'est des pratiques qu'on a pu identifier dans le cadre de l'association. C'est des choses toutes simples finalement sur l'usage des feedbacks. Si vous prenez des photos, du coup je vais aller directement à la fin. Du coup, et l'idée c'était quoi? C'était de se dire finalement créez votre mur des félicitations. Dans l'usage des feedbacks, c'est vrai qu'on a souvent tendance, en tout cas ça a été peut-être un peu notre parti pris au début à la marque, c'était d'aller vraiment sur se saisir du sujet de la réclamation client, le faire sortir du placard, donc en le définissant et en le valorisant. Mais
la monnaie de la pièce, c'est que du coup, vous pouvez être perçu également comme le grincheux, comme le disait Stéphane. Donc l'idée, c'est effectivement de créer vos murs des félicitations. Et c'est de se dire souvent, quand on réclame, ou quand on a des réclamants, apporter une bonne réponse, une réponse satisfaisante, qui n'est pas forcément de dire oui à tout, amen à tout, mais c'est aussi certaines fois, on a des réponses. Et bien, ces réponses, ne pas hésiter également à les imprimer et à les partager à l'ensemble des personnes de votre entreprise pour qu'elles se rendent compte que finalement, quand vous avez remis la promesse au niveau où elle a été vendue, le client revient et vous remercie. Et ça permet vraiment de contribuer à cette notion du transformer le pépin en pépite et pas simplement la personne qui viendrait vous flinguer. Il y a aussi, pourquoi pas, ça peut aller dans cette espèce d'évangélisation, le mot à la mode, d'aller sur finalement mieux communiquer sur la relation et la réclamation client, notamment en interne. Alors, je sais qu'il y a des entreprises, c'est le cas notamment de la Maïf et de la MAF, j'ai cité les deux pour ne pas avoir de problème avec ces deux adhérents, qui les deux ont mis en place des petits-déj, et du coup, ils vont convier toutes les personnes de l'entreprise qui le souhaitent, finalement, à découvrir ce qu'est le client. Parce que ça a beau être des entreprises mutualistes, militantes, et gagner les cœurs des collaborateurs pour leur rappeler que derrière les numéros de contrat, il y a des bonhommes, c'est un combat de tous les jours. Et ce combat de tous les jours, il peut notamment passer par des petits déjeuners avec des interventions, des cas pratiques, des appels téléphoniques pour resensibiliser, si besoin était, l'ensemble des collaborateurs. Informer le client de l'usage de son feedback, il y a un truc tout simple qui a mis en place General Mills, et ça peut concourir à la question qui était posée, qui est encore posée, sur comment finalement optimiser le nombre de remontées des clients. C'est aussi montrer au client que finalement son expression, son feedback est vraiment utile. C'est-à-dire que demander à un client de s'exprimer, mais si on ne revient pas derrière vers lui en lui disant le feedback a été utile et ça nous a permis de fixer un bug dans un hôtel, d'améliorer tel plat de restauration sur une table, et finalement le client, il y a un moment, il se dit à quoi bon, parce que les questions de satisfaction, on en est tous saturés. Donc le fait finalement de remercier le client sur le feedback et lui dire quel est l'usage qui en a été fait, c'est magique. Et en cela, c'est General Mills qui avait à l'occasion d'un changement de recette, parce que c'est quelque chose d'assez fréquent dans l'agroalimentaire, d'adapter, d'ajuster les recettes, était revenu vers des consommateurs qui, à un changement de recette, avaient émis quelques signaux qui étaient vraiment des signaux faibles, mais le service client l'a entendu, l'a partagé avec la R&D, et surtout, après l'avoir partagé avec la R&D, ils sont revenus vers les clients en leur disant vos feedbacks nous ont été utiles, on a rebouclé avec la R&D et on est revenu à la recette précédente. Et ça, pour le client, c'est magique, parce qu'il se dit, General Mills, derrière, c'est une énorme compagnie américaine, presque aussi grosse que Coca dans l'univers de l'agroalimentaire, avec les Häagen-Dazs, les Géant Vert, etc. C'est de se dire, moi, consommateur, avec mon petit clavier ou ma petite mimine sur un stylo, j'ai quelque part modifié les plans qui étaient prévus de General Mills, et je leur ai montré peut-être une erreur. Non seulement ils sont revenus vers moi, et en plus, ils ont pris en compte mon feedback. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui doit concourir, au moins sur le long terme, à avoir des clients qui sont vraiment engagés, qui du coup vont répondre aux enquêtes de SAT. Et puis également dans l'usage des feedbacks clients, qui est bien le sujet de ce matin, c'est aussi de célébrer les victoires. Donc ça peut être avec le mur des félicitations, mais c'est aussi en musique. Et ça, c'est une bonne pratique qu'on avait captée chez le groupe ADO, dans cette belle et grande famille Mullier, à travers la société Cabane, et qui, elle, a 5000 clients à l'année, en moyenne, en panier, je crois. Et lorsque le marketing a une note de 10 sur son NPS, appuie sur un petit bouton magique et résonne dans tous les entrepôts du groupe une musique qui vient signifier la satisfaction d'un client. Et ça, c'est quelque chose qui est génial, parce qu'on parle également de la satisfaction finalement du client pour lui redonner du sens, c'est-à-dire pourquoi on a besoin que vous contactiez, etc. Mais là, c'est aussi un moyen de rappeler à l'ensemble des collaborateurs du groupe que finalement, ce qu'ils sont en train de réaliser au moment même, peut-être au fin fond du trou du bout du monde, en France, merci de vous marrer, que peut-être quand ils sont en train de mettre en paquet ou un colis, une cheminée pour économiser de l'énergie d'un foyer, ça a du sens, et c'est ce qui vient concourir dans cette fameuse chaîne de valeur dont on ne sait jamais trop comment la définir, qu'elle va concourir à une meilleure satisfaction et donc à une meilleure fidélisation et donc à la pérennisation accessoirement de leur emploi. Donc c'est finalement de remettre en place finalement du bon sens. Aujourd'hui, on en a tellement peu dans notre monde qu'on dit qu'on va faire sens, ce qui veut juste rien dire. C'est juste de rappeler que les choses, certaines fois, naturellement, elles ont du sens, et donc c'est donner de la visibilité.
Faire écouter vos enquêtes de satisfaction, ça c'est quelque chose qui a été mis en place dans différentes entreprises. Mais ça, la bonne pratique, moi je l'avais topé. Alors NJ, je sais le faire, vous pouvez vous inscrire sur un espèce d'Outlook en temps réel. Je veux faire de la double écoute pour permettre à l'ensemble des collaborateurs qui ne voient pas forcément, qui ne se rappellent plus trop ce qu'est un client, de se rappeler qu'un client, sa vie, ça a des émotions et de se rappeler pourquoi du comment. Mais c'est MAN Bus and Trucks qui à une époque avait, je crois, mis en place une incentive, ou en tout cas une variable sur la satisfaction des clients, et ils s'étaient dit, ou du moins ils avaient entendu rapidement, oui mais les clients sont très durs avec nous, ils nous cassent tout le temps, donc en gros les primes c'est un moyen pour la DG finalement de ne pas en verser cette année. Et du coup le service client s'est dit comment finalement entendre, écouter et prendre en compte ces feedbacks de l'interne, qui étaient des feedbacks sensibles. Ils sont allés caméra à l'épaule dans le centre, je ne sais plus quel était le prestataire qui réalisait l'enquête de satisfaction auprès des clients. Et en fait, ils ont capté des feedbacks de ces clients. Et ça commençait par moi, j'ai pas été bizarrement satisfait, l'accueil était pas top, ça effectivement ils l'ont pas fait, ça non plus, et à la fin la fameuse note du NPS, en gros vous lui donnez combien, je vais lui donner 10 parce que je suis un client fidèle et puis mon père bossait avec son père, et du coup ça permet de rappeler aussi à l'ensemble des collaborateurs que quand un client quelque part a une note qui peut c'est que le client, son plaisir n'est pas forcément de tacler l'entreprise, et du coup de faire vivre quelque part ces enquêtes de satisfaction. Et puis il y a une autre pratique qui aurait pu être présentée par Humanis, puisqu'ils l'ont mis en place, je crois c'était il y a 4 ans, où voulant remettre plus encore le client au sein de l'entreprise, ils avaient contacté des clients qui avaient apporté une note, je crois, de 4 à l'enquête de satisfaction post-réclamation. On est donc sur des clients qui ont émis une réclamation et dont la réponse n'a pas pleinement, a priori, satisfait. Et ils ont été conviés à un séminaire qui réunissait, je crois, les 200 plus grosses pesées du groupe, pour permettre également à l'ensemble de ces décideurs, à ces responsables de département, de retrouver, pareil, de rencontrer des clients et de se rendre compte que certaines fois, l'expérience client, elle se joue sur des petits détails. Et quand on arrive à serrer les irritants, ça permet effectivement d'aller bien au-delà de ce qu'on produit et de se rendre compte certaines fois que les pratiques sont toutes simples pour avoir cette satisfaction. Donc là, c'est quelques pratiques qui vous sont partagées ou qui plus vous sont reportées parce qu'elles sont des pratiques de certains de nos membres. Il y en a 101 autres qui vous attendent sur le guide des bonnes pratiques.marc.asso.fr. Et puis, il y a accessoirement un ouvrage sur le transformer le PEPA en pépite, management de la satisfaction client, qui est également disponible sur Internet. Si vous vouliez approfondir le sujet du management de la satisfaction, il a été réalisé avec un bon nombre de chercheurs et illustré par des exemples d'entreprises. Et puis on en finira peut-être avec 2 slides, puisqu'on est justement sur cette notion de feedback, sur cette notion d'NPS. Tout à l'heure on était en cinéma, là ça sera peut-être en politique, parce que la période s'y prête toujours. C'était la fameuse phrase de Churchill, c'est finalement ne croyez que dans les statistiques que vous avez falsifiées vous-même. Et ça pose la question également du NPS. J'avais préparé ce slide, je ne savais pas si j'allais le sortir, mais c'était des questions qui pointaient dans les feedbacks qui ont été exprimés parmi vous. C'est finalement, voilà, ne perdez pas de vue que le but du jeu, c'est pas, le NPS n'est pas une finalité en soi. Le NPS, c'est vraiment un moyen pour aller à la satisfaction et donc à la fidélité, la recommandation, l'engagement et la pérennisation de votre entreprise. Donc se gargariser avec un NPS qu'on arrive à doper d'une manière cynique en utilisant des nudges sur Internet ou avec des enquêtes de satisfaction. CF, ma dernière location... je ne donnerai pas la marque de voiture grâce à nos amis de la SNCF. Ça commence par, on espère que vous avez été très content de votre service. Notre entreprise est très soucieuse de la qualité, donc une bonne note commence à 9. Voilà. Et c'est là où on arrive très rapidement sur finalement des mesures, des enquêtes qui ne reflètent pas grand-chose, si ce n'est qu'aujourd'hui nos entreprises sont incentive de plus en plus sur la satisfaction et que du coup, vu qu'on a tous nos petits péchés, on a une tendance, hélas, fâcheuse à doper la satisfaction aux dépens de la satisfaction de nos clients et de la pérennisation de nos entreprises. Et du coup, on en finira là par cette dernière slide, ça, elle me fait marrer, c'est pour ça que je vous la présente. Je ne sais pas si vous vous rappelez de Martine Aubry et sa fameuse phrase il y a quelques années, 6 ans maintenant, et qui disait, ma grand-mère disait, quand c'est flou, c'est qu'il y a un loup. Alors pourquoi je vous parle de ça? Non pas que je sois du Nord, ce qui n'est pas le cas, mais que du coup la question, elle commence peut-être avec la notion de la définition.
Et finalement, qu'est-ce qu'une réclamation dans une entreprise? Qu'est-ce que c'est qu'un irritant? Et je suis persuadé que si je posais la question ici, en tout cas c'est la question qu'on pose régulièrement quand on a des conférences dans les entreprises, c'est de dire avez-vous une définition de la réclamation? Alors on demande aux gens de fermer les yeux, avez-vous une définition de la réclamation? On en a quelques-unes qui se lèvent et on leur dit que ceux qui connaissent la définition du mot réclamation continuent de lever la main. Et là on n'a pratiquement plus personne. Et pourquoi cette importance d'avoir une définition? C'est puisqu'elle permet d'avoir un dénominateur commun et d'aller traquer effectivement ces aspérités, ces irritants, pour pouvoir améliorer l'ensemble de l'entreprise. Donc, sur la satisfaction, sur la relation client, voilà, évitez le politique, parce qu'aujourd'hui on parle beaucoup de relations clients, il y a beaucoup de convoitises sur le sujet, certaines fois plus que de conviction. Et donc voilà, dans cette traque de la satisfaction, ne pas hésiter à aller traquer l'irritant, l'aspérité, et donc commencer peut-être, et on se quittera là-dessus, sur ce chantier de définir ce qu'est une réclamation. Donc en gros, qu'est-ce que c'est qu'une piste d'amélioration. Voilà, pour votre écoute et d'avoir bravé vos oreillers ce matin, et à l'ensemble de nos intervenantes, merci beaucoup. Excellent salon, et puis bonne journée et bonne satisfaction.